Un millionnaire stérile trouve des jumeaux dans un refuge qui implore de l'aide. 3 mots le font pleurer. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Bonne lecture. Le soleil matinal scintillait sur la tour Blake Financial, projetant une chaude teinte dorée sur le ciel de Boston. Dans son bureau en attique, perché au 65e étage, Harrison Blake se tenait en silence, contemplant par les baies vitrées la ville qu'il avait contribué à façonner. À 56 ans, Harrison avait atteint le sommet de la réussite. Il avait accompli tout ce que la société estimait, une richesse inimaginable, une influence mondiale et une réputation de maîtrise financière quasi prophétique. Pourtant, alors qu'il ajustait sa cravate parfaitement alignée, le reflet qui le fixait montrait des yeux fatigués, des yeux qui avaient été témoins de trop de matins solitaires. « Monsieur Blake », dit une voix douce depuis l'embrasure de la porte. « Votre réunion de 9h30 a été annulée, et les investisseurs de Tokyo attendent une réponse avant midi. » Harrison se tourna vers son assistante de direction, Eleanor Pierce. 20 ans de collaboration avec lui avaient donné une capacité étonnante à deviner ses humeurs. Elle vit la légère moue de sa bouche, le regard lointain de ses yeux gris acier perçants. « Merci, Eleanor », répondit-il d'une voix douce et autoritaire, habitué à être écouté dès la première fois. « Dites à Tokyo que nous sommes là et reprogrammez la réunion budgétaire de l'après-midi. Je dois examiner les chiffres européens avant de finaliser quoi que ce soit. » Eleanor hocha la tête tout en tapant sur sa tablette. Mais elle hésita, un rare moment d'incertitude qui attira immédiatement l'attention d'Harrison. « Y a-t-il autre chose ?» demanda-t-il en haussant un sourcil. « Le comité des relations publiques vous a envoyé une liste d'événements pour approbation », répondit-elle en consultant sa tablette. « Il y a une nouveauté, une collecte de fonds pour l'orphelinat demain soir au Brightwood Home for Children. » Le visage d'Harrison se crispa presque imperceptiblement, sa mâchoire crispée par une tension contenue. « Je me suis déjà engagé à participer à 5 événements caritatifs ce trimestre, » répondit-il d'un ton ferme. « Ça devrait suffire. Il demande spécifiquement votre présence, pas seulement un don, » insista Eleanor, avec une insistance inhabituelle. L'expression d'Harrison devint plus froide alors qu'il fixait son reflet, une silhouette nette et immaculée dans un costume anthracite, des cheveux aux mèches argentées, des yeux devenus de plus en plus distants au fil des ans. Il a rappelé les gros titres récents, Blake Investment réduit les prestations de retraite, les bonus du PDG montent en flèche. D'accord, soupira-t-il d'une voix un peu plus résignée. 2 heures maximum. Ce soir-là, son ascenseur privé descendit jusqu'au garage souterrain où son chauffeur se tenait près de l'élégante Bentley noire. Le trajet de retour vers son Penthouse de Bacon il se déroula dans le silence habituel, Harrison examinant les contrats sur sa tablette, dictant parfois des notes à Eleanor pour qu'elle les révise le lendemain matin. Alors que la voiture s'arrêtait devant son immeuble, le regard d'Harrison s'attarda sur les vitres sombres. Aucune lumière ne l'attendait chez lui. « Aurez-vous encore besoin de moi ce soir, monsieur ?» demanda le chauffeur, brisant le silence. « Non, merci, James », lui dit Harrison. À l'intérieur du Penthouse, tout était impeccable, silencieux et vide. Ses pas résonnèrent sur le sol en marbre tandis qu'il franchissait l'imposante entrée. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer, c'est qu'en seulement 24 heures, son monde soigneusement conçu serait bouleversé par 3 enfants dont personne ne voulait. La limousine s'est arrêtée devant le Brightwood Home for Children, un bâtiment en briques patinées par le temps, avec de la peinture écaillée et des fenêtres qui avaient clairement connu des jours meilleurs. Harrison a redressé sa cravate personnalisée, commençant mentalement son compte à rebours de 2 heures. « N'oubliez pas », dit Patricia Morgan, sa directrice des relations publiques, qui était à côté de lui, juste quelques photos avec les enfants, puis votre discours et la présentation de votre don. Harrison hocha brièvement la tête. Finissons. À l'intérieur, la directrice de l'orphelinat, Madame Winters, une femme aux yeux doux et aux mèches grises dans les cheveux, les a accueillis chaleureusement. « Monsieur Blake, quel honneur! Les enfants sont ravis de vous rencontrer. » La salle principale était décorée de pancartes faites main et de banderoles colorées.
Une vingtaine d'enfants d'âge divers étaient assis en tailleur sur le sol, leur visage exprimant un mélange de curiosité et de politesse apprise. Harrison a prononcé son discours mécaniquement. Les mots sur la responsabilité communautaire et l'investissement dans notre avenir ont coulé avec aisance, fruit de nombreuses années de pratique. Les flashs des appareils photo ont brillé tandis qu'il présentait un chèque surdimensionné, affichant son sourire médiatique, confiant, généreux, mais sans jamais atteindre ses yeux. « Souhaitez-vous une visite ?» demanda ensuite Madame Winters. « J'ai bien peur que l'emploi du temps de Monsieur Blake soit assez chargé, » intervint Patricia. « En fait, » dit Harrison, surpris lui-même, « une petite visite serait parfaite. » En parcourant le bâtiment, Harrison remarqua le mobilier usé, les installations désuètes, les signes distinctifs d'un endroit faisant de son mieux avec des ressources insuffisantes. « Et ceci, » dit Madame Winters en ouvrant une porte au bout d'un couloir, « c'est notre salle d'activité. » À l'intérieur, 3 garçons identiques aux cheveux châtains clairs construisaient une structure élaborée à partir de blocs colorés. Ils levèrent simultanément les yeux lorsqu'Harrison entra, leurs yeux noisettes identiques s'écarquillant de reconnaissance. Avant que Madame Winters ne puisse dire quoi que ce soit, les garçons abandonnèrent leur projet et se précipitèrent vers Harrison. « Tu es venu » s'exclama le premier. « Mon garçon, nous savions que tu le ferais » ajouta le deuxième. « Notre papa » déclara le troisième en enroulant ses petits bras autour de la jambe d'Harrison. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Madame Winters parut mortifiée. « Tyler, Mason, Ethan, ce n'est pas approprié. » Mais Harrison l'entendit à peine. Il y avait quelque chose chez ces garçons, quelque chose dans leurs yeux, leurs expressions, qui suscitait une émotion qu'il ne pouvait nommer. À la surprise générale, y compris la sienne, des larmes lui montèrent aux yeux. « Je suis désolé, Monsieur Blake, » balbutia Madame Winters. « Les triplés sont avec nous depuis 6 mois. Ils s'attachent parfois aux visiteurs. » Harrison s'agenouilla au niveau des garçons, son cœur battant inexplicablement. « Je m'appelle Harrison, » dit-il doucement. « Comment vous appelez-vous ? » « Je suis Tyler. »« Je suis Mason. »« Je suis Ethan, » dirent-ils, dans un ordre parfait, comme s'ils avaient été répétés. Harrison ressentit une connexion si intense, si puissante, si inexplicable, qu'elle lui coupa le souffle. « Madame Winters, » dit-il d'une voix différente, plus douce qu'avant. « J'aimerais discuter des options d'adoption. » Patricia halta bruyamment derrière lui. Harrison Blake, qui avait bâti sa vie sur des décisions calculées et un détachement émotionnel, venait de faire le choix le plus impulsif de son existence. Et, d'une certaine manière, c'était comme rentrer chez soi. « Vous avez complètement perdu la tête », déclara Richard Harlow en arpentant le bureau de Harrison. Richard était conseiller juridique de Blake Investment depuis 15 ans. Richard avait été témoin des décisions calculées d'Harrison, mais rien de comparable. 3 enfants, Harrison. 3. Tu n'as jamais eu de plante d'intérieur. Harrison resta calme, le regard rivé sur Boston. Les papiers sont remplis. Les études de logement commencent la semaine prochaine. Elana rentra avec une pile de documents. Les entrepreneurs arrivent demain pour rénover les laits. J'ai programmé des entretiens avec 5 nounous et les candidatures scolaires sont en cours de traitement. Richard leva les mains. Le conseil d'administration est en émoi. Le Financial Times veut une interview sur votre soudaine image de père de famille. Vos actionnaires profiteront de la hausse de 23% des bénéfices ce trimestre. Harrison l'interrompit d'un ton sec. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une famille à préparer. 2 semaines plus tard, Harrison se trouvait dans l'aile et transformé de son appartement-terrasse. Le minimalisme aseptisé avait laissé place à la couleur et à la chaleur. 3 chambres, chacune conçue pour refléter la personnalité des garçons. La chambre de Tyler était décorée dans des tons bleus et comportait un espace pour ses projets de construction. Celle de Mason était dotée d'étagères intégrées et d'un atelier de sciences pour les plus jeunes. Celle d'Ethan était agrémentée d'un coin art et d'une décoration sur le thème de la musique. Monsieur Blake,
Madame Chambers appela la gouvernante qui l'avait engagée. Ils sont là. Le cœur d'Harrison s'emballa tandis qu'il descendait l'escalier. Madame Winters se tenait dans le hall avec les 3 garçons identiques, leurs affaires dans des sacs à dos bleus assortis à leurs pieds. Tyler, leader naturel, se positionnait légèrement devant ses frères. Mason observait tout avec une curiosité analytique, tandis qu'Ethan serrait fermement un carnet de croquis. « Bienvenue, dit Harrison, soudain conscient de l'atmosphère intimidante de sa maison. « J'espère que vous vous y sentirez bien. »« Pourquoi nous ?» demanda Tyler sans détour, son regard pénétrant fixé sur Harrison. Harrison s'était posé la même question d'innombrables fois ces dernières semaines. « Je n'ai pas de réponse rationnelle, a-t-il admis. Parfois, les décisions les plus importantes ne le sont pas. » Les premiers jours furent difficiles. Harrison, habitué aux réunions de direction, se retrouva à peine à gérer le petit déjeuner et la routine du coucher. Les garçons, conditionnés à s'attendre à la déception, ont abordé leur nouvelle réalité avec prudence. La 4e nuit, un orage fit trembler les fenêtres de l'appartement. Harrison examinait des contrats lorsque Madame Chambers frappa à la porte avec urgence. « C'est Ethan, monsieur. » Il est terrifié par l'orage. Harrison trouva le garçon blotti sous ses couvertures, tremblant. « Ethan, dit-il doucement, assis à côté du garçon. Ça aiderait si je restais jusqu'à ce que la tempête passe. » Après un moment d'hésitation, Ethan hocha la tête. Harrison s'assit au bord du lit, maladroit au début, puis avec une confiance croissante, alors qu'il commençait à raconter des histoires sur des bâtiments célèbres qu'il avait aidé à financer, des histoires d'architectes et de rêveurs créant quelque chose à partir de rien. Ethan a fini par s'endormir. Alors qu'Harrison se levait pour partir, il trouva Tyler et Mason qui le regardaient depuis la porte. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit Tyler. »« Je le voulais, » répondit simplement Harrison. Quelque chose a changé cette nuit-là, une confiance hésitante s'est formée dans l'espace entre ce qui avait été et ce qui pourrait être. Le pantouf semblait expirer comme s'il remplissait enfin sa fonction après des années de vide. Les portes en acajou du club de Boston s'ouvrirent alors qu'Harrison entrait, saluant les portiers qui l'avaient accueilli par son nom pendant 20 ans. Chaque mois, l'élite financière de Boston se réunissait ici, des hommes et des femmes qui contrôlaient les marchés du brandy et des cigares. Ce soir, cependant, c'était différent. Les conversations s'arrêtèrent tandis qu'Harrison traversait la pièce, les murmures le suivant dans son sillage. Harrison entendit, « Vous êtes devenu un véritable père Flanigan. » Appelé Philippe Westover, PDG d'une société d'investissement rivale. Et ensuite? Une émission de télé-réalité? Des rires polis résonnèrent dans le groupe rassemblé autour de lui. 3 garçons, Blake, dit Thomas Blackwell en tendant un verre de scotch en cristal à Harrison. Mon équipe de relations publiques aurait déconseillé d'en adopter ne serait-ce qu'un seul. Le marché se méfie du sentimentalisme. Harrison a accepté la boisson mais ne l'a pas sirotée. Je ne savais pas que j'avais besoin de l'autorisation du marché pour prendre des décisions personnelles. Elizabeth Wellington, l'une des rares femmes présentes et directrice d'une grande fondation, s'approcha. Ignore-les, Harrison. Ils sont tout simplement choqués de découvrir que l'un des leurs pourrait bien avoir un cœur. Les plaisanteries se sont poursuivies tout au long du dîner, oscillant entre une inquiétude voilée et un scepticisme pur et simple. Harrison a gardé son sang-froid, même si intérieurement sa patience a diminué. Sois franc avec nous, Blake, dit Howard Pierce en mangeant son dessert, penché vers lui d'un air conspirateur. S'agit-il d'une stratégie fiscale élaborée ou d'une mesure préventive contre la commission sénatoriale qui enquête sur le mécénat d'entreprise? Avant que Harrison ne puisse répondre, son téléphone vibra, un SMS de Madame Chambers. Mason ne dormira pas tant que tu ne seras pas rentré pour lui raconter une histoire. C'est promis. Harrison se leva brusquement. Messieurs, dit-il, le devoir m'appelle. Devoir parental, Raya Pierce. Quel devoir familial, en effet? Harrison répondit froidement, un concept aussi étranger à certains que la décence humaine fondamentale.
Le silence qui le suivit jusqu'à la porte était plus satisfaisant que n'importe quelle affaire. Accord? À la maison, Harrison trouva Mason qui l'attendait dans la bibliothèque, un livre serré contre sa poitrine, son visage s'illuminant lorsqu'il aperçut Harrison. « Tu es revenu ?» demanda Mason. « Madame Chambers a dit, vous êtes peut-être trop occupé. »« Je te l'ai promis, n'est-ce pas ?» répondit Harrison en desserrant sa cravate et en s'installant à côté du garçon. Depuis la porte, Eleanor observait avec une curiosité non dissimulée. Elle avait servi Harrison fidèlement pendant des années, mais n'avait jamais vu ce côté de lui. « Le conseil d'administration a lieu demain, dit-elle lorsque Mason s'endormit enfin. Il s'inquiète de tes nouvelles priorités. Harrison serra les dents. Prévoyez-le à 15 h au lieu de 9h30. J'ai promis à Tyler d'assister à sa présentation scientifique. Les sourcils d'Eleanor se levèrent, mais elle hocha la tête. Il y a autre chose. Une lettre est arrivée pour toi, avec une mention personnelle. Elle lui tendit une enveloppe. L'expéditeur était Gregory Blake. Harrison se figea, son cœur battant la chamade. Gregory, son cousin, le spécialiste de la fertilité qui avait annoncé la terrible nouvelle de la stérilité d'Harrison il y a des décennies. D'une main tremblante, Harrison ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un court mot. « Il faut qu'on parle de ta nouvelle situation. Je serai en ville la semaine prochaine. » Aucune explication. Juste son cousin qui, soudain, a traversé les âges avec un message inquiétant. « Monsieur ?» demanda Eleanor. « Tout va bien ?» Harrison rangea le mot. « Très bien, c'est juste une affaire de famille. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Harrison errait dans les couloirs de sa maison en mutation. De la chambre de Tyler provenait un doux souffle, sa veilleuse projetant des motifs d'étoiles sur le plafond. Dans la chambre de Mason, des livres sont ouverts à côté de diagrammes complexes. Les fournitures d'art d'Ethan étaient soigneusement rangées, attendant l'inspiration du matin. Ces garçons mystérieux, difficiles, de plus en plus précieux avaient bouleversé son existence ordonnée. Et maintenant le message de Gregory, critique et vaguement menaçant. Harrison s'arrêta devant une fenêtre donnant sur la ville éclairée par la lune. Pour la première fois depuis des décennies, Blake Investment n'occupait plus toutes ses pensées. Quelque chose de plus important avait pris sa place. L'automne a peint Boston de couleurs éclatantes alors que Harrison Blake tentait quelque chose d'entièrement nouveau, créer des routines familiales. La terrasse jusqu'alors inutilisée du Penthouse accueille désormais 3 garçons énergiques qui découvrent son potentiel. « Regarde-moi » cria Harrison à Ethan, en équilibre précaire sur un banc décoratif. Ce garçon habituellement réservé était progressivement sorti de sa coquille au cours du mois précédent, surtout en extérieur. « Attention » répondit Harrison, luttant contre l'envie inhabituelle de se précipiter et d'éviter une chute potentielle de son perchoir sous un érable en pot. Mason leva les yeux de son livre. Il va bien. Son centre de gravité est parfaitement aligné avec la surface du banc. Harrison hocha la tête, acceptant l'évaluation. Il avait appris que la compréhension de la physique de Mason dépassait souvent ses propres attentes. Monsieur Blake appela Tyler et apparut avec une collection de feuilles mortes. Savais-tu que les érables à sucre développent une pigmentation rouge intense lorsque les nuits sont froides et que les journées restent chaudes? Je ne l'ai pas fait, admit Harrison, sincèrement intéressé. Je catalogue les espèces sur la terrasse, expliqua Tyler, son expression sérieuse rappelant celle d'un jeune professeur. C'est pour un projet sur la biodiversité. Harrison s'est agenouillé pour examiner la collection de Tyler, reconnaissant une opportunité de connexion. Quand j'avais à peu près ton âge, j'ai créé un système de classification des minéraux pour les roches que je trouvais dans notre quartier. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. Tu aimes la science aussi? Oui, répondit Harrison, réalisant qu'il n'avait pas pensé à cette passion depuis longtemps. Mais j'y pense toujours. Les systèmes financiers ont fini par devenir ma priorité. Plus tard dans la soirée, après que les devoirs aient été révisés et que les garçons se soient couchés, Harrison a trouvé un colis livré à sa porte, un kit de test ADN avec une note de son cousin Gregory.
La curiosité pour votre nouvelle famille m'a poussé à vous envoyer ceci. Certains mystères méritent d'être résolus. Harrison rangea le paquet dans le tiroir de son bureau, perturbé par ces implications. Son téléphone sonna, une alerte d'agenda retentit. Demain, c'était sa première réunion parents-professeurs à la Whitfield Academy, la prestigieuse école où les garçons étaient inscrits. L'après-midi suivant, Harrison était assis, mal à l'aise, sur une chaise de la taille d'un enfant, en face de mademoiselle Olivia Bennett, la professeure principale des garçons. Les triplés s'adaptent remarquablement bien, a-t-elle déclaré en relisant ses notes. Ils sont brillants, engagés et étonnamment bien sociables compte tenu de leur milieu. Ils sont résilients, répondit Harrison, ressentant une fierté inattendue. Je suis ravi de l'entendre. Mademoiselle Bennett sourit chaleureusement. Puis-je être franche, monsieur Blake? Quand j'ai appris que le célibataire le plus célèbre de Boston avait adopté des triplés, je m'attendais à des difficultés. Mais vous prouvez que tout le monde a tort. Après avoir examiné leur progrès scolaire, mademoiselle Bennett hésita. Il y a un souci. Les garçons posent des questions sur leurs parents biologiques. Normal à leur âge, mais émotionnellement complexe, acquiesça pensivement Harrison. Je me suis préparé à ça. Je veux être honnête avec eux, mais je sais si peu de choses sur leurs origines. Eh bien, a proposé madame Bennett avec hésitation, en tant que personne ayant une formation en génétique avant d'enseigner, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Les garçons ont plusieurs manières distinctes qui me rappellent quelqu'un de familier. Qui? Demanda Harrison, curieux. Madame Bennett le regarda droit dans les yeux. Vous, monsieur Blake. C'est vraiment remarquable, en fait. Harrison se figea. Une idée impossible commença à germer dans son esprit. Plus tard dans la soirée, il sortit le test ADN de son tiroir et le retourna dans ses mains. Certains mystères méritaient en effet d'être résolus. Un après-midi, Harrison entra dans le Pantouse et trouva madame Chambers qui l'attendait avec une expression inquiète. Monsieur Blake, l'école a appelé. Mason a été impliqué dans un incident aujourd'hui. Il est dans votre bureau. Harrison a trouvé Mason assis rigidement dans un fauteuil en cuir surdimensionné, une ecchymose se formant sous son œil gauche. Que s'est-il passé? Demanda Harrison en s'agenouillant pour examiner la blessure. Mason fixa ses chaussures. Rien. Mason, dit doucement Harrison, je ne peux pas t'aider si je ne sais pas ce qui ne va pas. Le menton du garçon tremblait légèrement. Jérémy Wickham a dit que nous n'étions pas une vraie famille, dit-il. Il a dit que tu nous avais adoptés uniquement pour faire de la publicité et que tu nous renverrais quand tu t'ennuierais. Et Harrison, sentant qu'il y avait plus, s'empressa de réagir. Je l'ai frappé, admit Mason. Et puis son grand frère s'en est mêlé. Il désigna son œil meurtri. Quelque chose de féroce et de protecteur s'enflamma dans la poitrine d'Harrison. Je vois. Tu es en colère contre moi, demanda doucement Mason. Harrison réfléchit attentivement à sa réponse. La violence ne devrait pas être ta première réaction, mais je comprends ta colère. Il releva le menton de Mason. Ce que Jérémy a dit, ce n'est pas vrai. Je sais, répondit Mason, surprenant Harrison. C'est pour ça que je me suis mis en colère. Le cœur d'Harrison se serra. Je rencontre le directeur demain. Tu n'es pas obligé. Oui, interrompit Harrison fermement. C'est ce que font les pères. Le lendemain matin, Harrison était assis en face du directeur Conrad, un homme mince aux lèvres constamment pincées. Jérémy Wickham et son père, Jonathan Wickham, gestionnaire de fonds spéculatifs et important client de Blake Investment, étaient assis à proximité. Monsieur Blake, commença le directeur, même si nous comprenons que Mason a été provoqué, Whitfield applique une politique de tolérance zéro pour les altercations physiques. Jonathan Wickham sourit. Les garçons resteront des garçons, même si certains manquent clairement d'encadrement. L'expression de Harrison resta neutre, même si sa voix était un peu aigre. Avant de poursuivre,
sachez que le statut d'investisseur privilégié de Widom Associates auprès de Blake Investment est actuellement à l'étude. L'implication flottait clairement dans l'air alors que l'expression de Tom se durcissait. De plus, continua Harrison en se tournant vers le directeur Conrad, si la Whitfield Academy tolère l'intimidation basée sur la structure familiale, nous devrions peut-être reconsidérer le don important destiné à votre nouvelle aile scientifique. Le directeur Conrad a déclaré, Monsieur Blake, je vous assure que nous prenons au sérieux toutes les formes d'intimidation. Jérémy subira les conséquences appropriées et nous mettrons en œuvre une initiative à l'échelle de l'école visant à lutter contre la diversité familiale. Sur le chemin du retour, Harrison reçut un appel de Richard. Les comptes Whitcomb menacent de disparaître. Laissez-les faire, répondit Harrison sans hésiter. C'est une relation à 30 millions de dollars. Mason est mon fils. Les mots lui vinrent naturellement. Certaines choses ne sont pas négociables, Richard. Ce soir-là, alors qu'Harrison aidait les garçons à faire leurs devoirs, Alanar arriva avec une enveloppe urgente du bureau de son cousin Gregory. À l'intérieur se trouvait un rapport médical, le test de fertilité d'Harrison datant de 25 ans. En haut, à l'encre rouge, document falsifié. Harrison fixa le document, une froide prise de conscience se faisant jour. Son cousin lui avait menti. Mais pourquoi? Tandis qu'Harrison bordait les garçons ce soir-là, il observa leurs traits avec une conscience nouvelle. La mâchoire déterminée de Tyler, le regard analytique de Mason, l'esprit créatif d'Ethan ou autant de reflets de lui-même qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, manqué. Une théorie se formait, si invraisemblable et pourtant de plus en plus plausible qu'elle lui coupait le souffle. Demain, il commencerait sa propre enquête. Le samedi matin s'est levé clair et vif alors que Harrison était assis à la table du petit déjeuner, regardant ses trois fils dévorer des crêpes en forme de dinosaures, une expérience culinaire qu'il avait lui-même tentée avec des résultats mitigés. Ces animaux sont anatomiquement incorrects, a observé Mason en examinant un stégosaure déformé avant de le noyer dans du sirop d'érable. Le T-Rex est plutôt bon, cependant, a proposé Tyler charitablement. Toujours diplomate, dit Ethan, la bouche pleine, en levant simplement le pouce avec enthousiasme. Harrison sourit, remarquant à quelle vitesse ces petits déjeuners hebdomadaires aux crêpes étaient devenus un rituel sacré. Un mois avec les garçons a transformé mon emploi du temps rigide en quelque chose de merveilleusement imprévisible, pensait-il. J'ai pensé qu'on pourrait essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui, annonça Harrison. Le musée des sciences propose une exposition spéciale sur l'exploration spatiale. 3 paires d'yeux identiques s'illuminèrent simultanément. En explorant le musée, Harrison a été frappé par l'approche particulière de chaque garçon. Tyler lisait méthodiquement chaque affichage, dans l'ordre. Mason se plongeait dans les explications techniques. Et Ethan était attiré par les représentations artistiques des galaxies lointaines. Le saviez-vous? Demanda Mason en tirant la manche d'Harrison devant une énorme maquette de Jupiter. 63 lunes gravitent autour de Jupiter. C'est comme un mini-système solaire. Je ne l'ai pas fait, a admis Harrison, réalisant à quel point le savoir résidait dans l'esprit de son fils de 8 ans. Plus tard, alors qu'il déjeunait au café du musée, Harrison remarqua un visage familier de l'autre côté de la pièce, Olivia Bennett, l'enseignante des garçons, dînant seule avec une pile de papier. Menet, appela Ethan en agitant la main avec enthousiasme. Elle s'approcha de leur table avec un sourire chaleureux. Quelle belle surprise! Vous appréciez les expositions? Harrison nous apprend des choses sur l'espace, expliqua fièrement Tyler. Et vous faites un travail médiocre comparé à votre excellent enseignement, a ajouté Harrison avec une humilité inattendue. Olivia rit. J'en doute. Ça te dérange si je te rejoins? J'aurais bien besoin d'une pause dans mes corrections. Le déjeuner s'est déroulé agréablement tandis qu'Harrison appréciait sincèrement la compagnie d'Olivia, son intelligence, son dévouement évident à l'enseignement et la façon naturelle dont elle interagissait avec les garçons. Lorsque Mason renversa son verre, Olivia prit des serviettes en même temps qu'Harrison. Leurs mains se touchèrent brièvement, et une chaleur inhabituelle se répandit dans la poitrine d'Harrison. Veux-tu voir le spectacle du planétarium avec nous?
s'entendit demander Harrison alors qu'ils terminaient leur déjeuner. Le sourire d'Olivia s'illumina. J'adorerais. Dans le planétarium plongé dans l'obscurité, observant les étoiles artificielles tourbillonner au-dessus de sa tête, Harrison sentit Ethan s'appuyer contre son épaule, tandis que Tyler et Mason chuchotaient avec enthousiasme à ses côtés. Olivia était assise à sa droite, le regardant de temps en temps lorsqu'elle lui racontait un fait intéressant. Pour la première fois depuis des décennies, Harrison ressentait quelque chose qu'il avait presque oublié, le contentement. De retour chez lui, Harrison trouva un colis et une lettre qui les attendaient. Le colis contenait 3 sweatshirts identiques, avec l'inscription « Tim Blake » sur le devant. C'était sans doute l'œuvre d'Elanard. La lettre, cependant, le glaça instantanément. Elle provenait encore de Gregory, demandant un rendez-vous urgent. L'ADN ne ment pas, Harrison. Nous devons discuter de la filiation de votre fils avant que cela ne soit rendu public. Harrison rangea la lettre, ne voulant pas laisser quoi que ce soit perturber cette journée parfaite, cet aperçu de la vie de famille qu'il ne savait pas vouloir et dont il ne pouvait plus imaginer vivre sans. Tyler a trouvé Harrison dans son bureau à domicile tard un soir, entouré de vieux dossiers et de photographies. Le garçon s'attardait dans l'embrasure de la porte, inhabituellement hésitant. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Harrison en fermant un dossier contenant des dossiers médicaux. Tyler secoua la tête. « Puis-je te demander quelque chose d'important ?»« Bien sûr. » Harrison fit place sur le canapé en cuir. Tyler s'assit, sa petite silhouette tendue par des questions muettes. « À l'école, on fait un projet d'histoire familiale. Chacun doit faire un arbre généalogique. » Harrison ressentait une oppression familière dans la poitrine. Ces moments de gestion de cette situation particulière le prenaient encore au dépourvu. Mason et Ethan s'en fichent, continua Tyler. Mais je me demande sans cesse d'où nous venons, qui étaient nos parents biologiques. Harrison hocha la tête d'un air pensif. C'est une question naturelle, Tyler. Madame Bennett dit que nous pouvons adapter le projet aux familles adoptives. Mais Tyler hésita. Sais-tu quelque chose sur nos parents biologiques? Harrison réfléchissait soigneusement à ce qu'il allait révéler. Ses soupçons sur la tromperie de Gregory grandissaient, mais il manquait de preuves concrètes. Les informations de Brightwood étaient limitées. Votre mère biologique a participé à un programme de fécondation in vitro, a admis Harrison. Elle est décédée peu après votre naissance. Et notre père, demanda Tyler, ses yeux si semblables à ceux d'Harrison, en quête de réponse. Les dossiers mentionnent un donneur anonyme, dit doucement Harrison. Mais Tyler, a ajouté Harrison, la famille ne se résume pas à la biologie. Il s'agit de savoir qui choisit d'être là pour toi chaque jour. Tyler réfléchit à cela. Mais ne t'interroges-tu jamais sur ta famille biologique? D'où viens-tu? Harrison sourit tristement. Mes parents sont morts quand j'étais à l'université. Je n'ai jamais connu mes grands-parents. Pendant des années, j'ai cru que j'étais la dernière de la lignée des Blake. Il tendit doucement la main et serra l'épaule de Tyler. Puis je suis entré chez les Brightwood et je vous ai trouvés tous les trois. Parfois, la famille vous trouve de la manière la plus inattendue. Tyler semblait absorber cela, son esprit analytique travaillant sur les implications. Le projet d'arbre généalogique est à rendre vendredi prochain. Que dirais-tu de ça, suggéra Harrison. Nous créerons un arbre généalogique qui montrera à la fois ton adoption et ce que nous savons de tes origines biologiques. Et peut-être? Harrison hésita, puis décida de prendre le risque. On pourrait faire un test ADN tous les 4. Pas pour le projet, mais pour notre propre connaissance. Le visage de Tyler s'illumina. Vraiment? Tu fais ça? Bien sûr, répondit Harrison, formulant déjà un plan qui pourrait enfin confirmer ses soupçons croissants sur la tromperie de Gregory. Alors que Tyler retournait au lit, visiblement soulagé, Harrison se tourna vers son ordinateur et tapa une requête de recherche, scandale de la clinique de fertilité Blake dans les années 1990. Les résultats changeraient tout.
Olivia Bennett était devenue une habituée du Pantouse Blake ces dernières semaines. Ce qui avait commencé comme des consultations académiques sur les progrès des garçons s'était transformé en dîner, en visite au musée, et ce dimanche après-midi, au parc, à regarder les triplés jouer au foot avec les enfants du quartier. Il prospère, a observé Olivia, assise à côté de Harrison sur un banc. La transformation depuis septembre est remarquable, acquiesça Harrison, ses yeux suivant le sprint déterminé de Tyler sur le terrain. Ils m'ont changé plus que je ne les ai changés. Olivia sourit, puis hésita avant de reprendre la parole. J'espère ne pas exagérer, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est? Demanda Harrison, même s'il se doutait de ce qui allait arriver. La ressemblance entre toi et les garçons. Ce n'est plus seulement une question de maniérisme, ce qui pourrait s'expliquer par le mimétisme. Elle se tourna vers lui. C'est dans leur structure osseuse, dans leur regard, et même dans leur façon de traiter l'information. Harrison resta silencieux, pesant sa réponse. Au fil des semaines, il avait appris à faire confiance à la perspicacité et à la discrétion d'Olivia. Je suis passionné de génétique depuis l'université, a-t-elle poursuivi. Les similitudes sont statistiquement improbables en cas d'hérédité génétique aléatoire. Tu crois qu'on est de la même famille? Demanda Harrison plutôt que de le questionner. Je pense que ça vaut le coup d'explorer la question, répondit prudemment Olivia. As-tu déjà envisagé un test ADN? J'ai fait plus que réfléchir, a admis Harrison. Les tests sont en cours de traitement, mais il y a autre chose que vous devez savoir. Il a parlé de Gregory, des tests de fertilité falsifiés et de ses soupçons croissants concernant un stratagème qui s'étendait sur des décennies. À l'université, j'ai fait un don de sperme à une banque de sperme pour gagner un peu d'argent, poursuit Harrison. Gregory était déjà en médecine et se spécialisait en médecine de la fertilité. Des années plus tard, lorsque je me suis fiancé, nous avons voulu fonder une famille rapidement. Gregory a proposé de faire un test de fertilité. Les résultats ont montré que j'étais stérile. Ton fiancé t'a quitté à cause de ça, supposa Olivia. Harrison hocha la tête d'un air sombre. Clarissa voulait des enfants plus que moi. Nos fiançailles ont pris fin et je me suis lancé à corps perdu dans la création de Blake Investment. Et Gregory, demanda Olivia, est devenu le spécialiste de la fertilité de la famille, reprenant finalement la clinique de fertilité Blake de votre oncle? Harrison a poursuivi, il fait pression depuis des années pour avoir accès à ma part de la fiducie familiale, de l'argent qui a été réservé à mes héritiers. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent de compréhension. Si tu étais stérile, tu n'aurais jamais d'héritier. Exactement, confirma Harrison. Mais je crois maintenant qu'il a falsifié ses tests. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment 3 garçons conçus grâce à mon échantillon ont atterri chez Brightwood, juste sur mon chemin. Trop de coïncidences, murmura Olivia en regardant les triplés courir après le ballon. En effet. Je rencontre un détective privé demain, acquiesça Harrison. Alors que les garçons couraient vers eux, rouges et heureux de leur jeu, Olivia serra brièvement la main d'Harrison. Quelle que soit la vérité, dit-elle doucement, ce sont tes garçons, biologie ou pas. Harrison ressentit un élan de gratitude envers cette femme qui était devenue si importante pour eux tous, de manière inattendue. Oui, acquiesça-t-il. Ils le sont certainement. Plus tard, Harrison arpentait son bureau, son téléphone collé à son oreille tandis que le docteur s'enjecta pour lui annoncer une nouvelle qui faisait tourner son monde. Les analyses sanguines révèlent plusieurs marqueurs inquiétants, Monsieur Blake. Je vous invite à venir immédiatement pour des examens complémentaires. Est-ce grave? Demanda Harrison d'une voix ferme malgré la peur qui lui serrait la poitrine. Ne spéculons pas avant d'avoir plus d'informations, répondit prudemment le docteur Kapoor. Mais je vous libérerai mon emploi du temps cet après-midi. Harrison raccrocha, fixant la photo de famille sur son bureau lui et les garçons au musée des sciences. Olivia l'avait prise il y a seulement 3 semaines. Il n'aurait jamais imaginé avoir une photo de famille, et encore moins la chérir. Eleanor apparut dans l'embrasure de la porte. Le conseil est réuni dans la salle de conférence.
Annule, dit Harrison, surpris par la facilité avec laquelle cette décision autrefois impensable fut prise. Urgence familiale. 4 heures plus tard, Harrison était assis dans le bureau du docteur Kapor. Les murs blancs et cliniques lui semblaient soudain trop proches, trop confinés. Le diagnostic est confirmé, dit doucement le docteur Kapor. C'est une leucémie myoïde chronique. Elle est avancée, mais il existe des traitements. Harrison écoutait avec une attention détachée le médecin lui exposer les protocoles de chimiothérapie et les statistiques de survie. Son esprit, habitué à analyser les données avec sang-froid, cataloguait les informations tandis que son cœur battait la chamade en pensant à 3 petits garçons qui avaient déjà perdu un parent. Le traitement le plus efficace serait une greffe de moelle osseuse, a poursuivi le docteur Kapor. Avez-vous des frères et sœurs, monsieur Blake? Non, répondit Harrison, l'ironie de la situation ne lui ayant pas échappé. Après avoir cru pendant des années ne pas avoir d'enfant biologique, il en avait désormais 3 dont le lien génétique avec lui pourrait littéralement lui sauver la vie. Des enfants biologiques, demanda le médecin, inconscient de la complexité de la question. C'est possible, répondit Harrison. C'est compliqué. Plus tard dans la soirée, Harrison a assis les garçons dans leur endroit préféré, le coin de la fenêtre donnant sur les toits de Boston qui était devenu leur lieu d'histoire. J'ai quelque chose d'important à te dire, commença-t-il en choisissant ses mots avec soin. Je ne me sens pas bien et les médecins vont m'aider à aller mieux. 3 paires d'yeux identiques se fixèrent intensément sur lui. Tu vas mourir, demanda Ethan sans détour, sa sensibilité artistique le rendant particulièrement sensible aux émotions. La gorge d'Harrison se serra. Les médecins traitent très bien cette maladie, mais je devrais parfois rester à l'hôpital. Et je pourrais avoir une apparence différente lorsque les médicaments feront tomber mes cheveux, comme dans ces publicités contre le cancer, a demandé Mason, son esprit scientifique traitant déjà les implications. C'est ça que tu as. Harrison hocha la tête. Oui, j'ai un cancer appelé leucémie. Tyler, toujours protecteur, se rapprocha d'Harrison. Que pouvons-nous faire pour aider? Soyez vous-même, dit Harrison, la voix chargée d'émotion. Ça aide plus que vous ne le pensez. Pouvons-nous venir te voir à l'hôpital? Demanda Ethan. Absolument, le rassura Harrison. Et Madame Chambers et Elanard seront là quand je ne pourrai pas. Et Madame Bennett? Demanda Mason. Harrison sourit malgré lui. Je suis sûr qu'elle nous aidera aussi. Il n'évoqua pas les tests ADN ni la possibilité que l'un d'eux soit compatible avec un donneur. Ces conversations surgiraient plus tard, après avoir discuté avec Olivia et son équipe médicale, tandis que les garçons digéraient la nouvelle chacun à leur manière. Tyler posait des questions pratiques sur les programmes de traitement, Mason faisait des recherches sur la leucémie sur sa tablette, et Ethan dessinait silencieusement ce qui semblait être une chambre d'hôpital décorée de couleurs vives. Harrison ressentit un calme inattendu. Il y a 6 mois, il aurait affronté ce diagnostic seul, avec pour seul réconfort sa fortune et son influence. Aujourd'hui, entouré de 3 garçons remarquables et du réseau de soutien grandissant qu'ils avaient bâti ensemble, il affrontait sa mortalité avec une nouvelle force, l'espoir. Plus tard dans la nuit, après que les garçons se soient endormis, Harrison a pris une décision difficile. Gregory, dit-il à son cousin, il faut qu'on parle. Je suis au courant pour les tests falsifiés et je suppose que tu sais exactement pourquoi les garçons sont venus à Brightwood. Je viens à ton bureau demain et j'attends la vérité. Le silence à l'autre bout du fil en disait long. La salle d'attente de la clinique de fertilité Blake respirait la richesse et l'exclusivité, des chaises en cuir, de l'art abstrait et l'élégance discrète qui était devenue la marque de fabrique de Gregory Blake. Harrison resta assis, figé, ignorant les regards curieux des employés qui reconnaissaient le tristement célèbre cousin de leur patron. Le détective privé Michael Donovan était assis à côté de lui, un dossier en papier craft dans ses mains burinées. Tout est là, murmura Donovan. Dossiers financiers, rapports médicaux falsifiés et dossiers d'adoption. Ton cousin a été très occupé. Harrison hocha la tête d'un air sombre. Et les origines des garçons sont confirmées?
Votre échantillon d'ADN prélevé à l'université a été utilisé en 2015 dans cette même clinique. La mère biologique était une étudiante diplômée qui a participé à leur programme de don d'ovules. Votre cousine a suivi les triplés dans le système après son décès en couche. La porte de la clinique s'ouvrit et Gregory Blake en sortit. Grand, impeccablement vêtu, avec la même mâchoire que Blake, mais sans la chaleur d'Harrison. Monsieur Blake, la voix de Gregory était forcée de ne pas se faire remarquer. Quelle surprise inattendue! Vous venez discuter de vos options de traitement? Mon équipe soignante au Mass Général est excellente, répondit Harrison d'un ton calme. Je suis ici pour Tyler, Mason et Ethan. Le sourire de Gregory s'estompa légèrement. Vos fils adoptifs. Fils biologique, corrigea Harrison, observant attentivement la réaction de Gregory. Gregory rit d'un rire peu convaincant. Impossible. Tu es stérile. Je t'ai diagnostiqué moi-même. Oui, c'est vrai, a acquiescé Harrison en ouvrant le dossier de Donovan contenant des résultats de tests falsifiés. Il a déposé les documents sur le bureau de la réception, les dossiers de laboratoire montrant que les tests de fertilité initiaux de Harrison étaient normaux, les transferts financiers de Gregory à un technicien de laboratoire qui a ensuite été licencié pour violation de l'éthique, les dossiers du don de sperme de Harrison pendant ses études universitaires, marqués d'un drapeau rouge de la main de Gregory. Pourquoi? Demanda simplement Harrison. La façade de Gregory se fissura. Le trust familial Blake. Vous en connaissez les termes. Seuls vos héritiers légitimes pourraient accéder à votre part. Si vous restiez sans enfant, elle me reviendrait à votre décès. Vous m'avez donc convaincu que j'étais stérile, sachant que Clarissa partirait. Gregory haussa les épaules, abandonnant toute prétention. Elle était superficielle. Je t'ai rendu service. Et les garçons, insista Harrison, la voix dangereusement basse. Une complication regrettable lors de la maintenance de routine de la base de données. J'ai découvert que votre don universitaire avait donné naissance à une grossesse réussie. Des triplés, rien que ça. À la mort de leur mère, j'ai veillé à ce qu'ils soient placés loin de Boston. Comment pouvais-je savoir que tu développerais une conscience et que tu commencerais à visiter des orphelinats? Le ton de Gregory était dédaigneux. Les mains d'Harrison se crispèrent. Tu savais que j'avais des fils et tu me les as cachés pour de l'argent. 80 millions de dollars, ce n'est pas que de l'argent, répondit froidement Gregory. Et puis, qu'aurais-tu fait d'enfants? L'impitoyable Harrison Blake élevant 3 garçons. Je suppose que nous ne saurons jamais ce qui aurait pu se passer. Nous savons ce que c'est, dit Harrison, la voix chargée d'émotion. Ce sont mes fils, biologiquement et à tous égards. Et ironiquement, ils pourraient me sauver la vie. Gregory marqua une pause. Votre diagnostic, une leucémie? Harrison a confirmé, avancé. Une greffe de moelle osseuse issue d'une personne génétiquement compatible est mon meilleur espoir. Avant que Gregory ne puisse répondre, Olivia apparut dans l'embrasure de la porte, les triplés juste derrière elle. Harrison, appela-t-elle, inquiète. L'hôpital a appelé, tes résultats d'analyse complémentaires sont arrivés. Il faut qu'on y aille tout de suite. Gregory fixait les 3 garçons identiques, son expression indéchiffrable. Harrison se tourna pour partir, puis s'arrêta. Les autorités vous contacteront au sujet des dossiers médicaux falsifiés. Et Gregory, éloignez-vous de ma famille. Au Massachusetts General Hospital, le docteur Kapor a examiné les derniers résultats avec Harrison, Olivia et les garçons. Les marqueurs génétiques confirment une filiation entre vous et les triplés, expliqua-t-il doucement. Les 3 garçons sont des donneurs potentiels, même si Mason présente la compatibilité la plus forte. Mason, toujours aussi scientifique, posait des questions sur la procédure tandis que Tyler tenait silencieusement la main d'Harrison. Ethan, après avoir écouté attentivement, sortit son carnet de croquis et commença à dessiner ce qui semblait être Harrison et Mason en blouse d'hôpital, entourés d'un personnel médical souriant. « Est-ce que ça va faire mal ?» demanda finalement Mason,
son esprit analytique s'effaçant pour révéler l'enfant de 8 ans qui se cachait en lui. Il y aura un certain inconfort, répondit honnêtement le docteur Kapor. Mais vous dormirez pendant l'intervention. Mason hocha la tête solennellement, puis regarda Harrison. Je veux le faire pour aider papa. C'était la première fois que les garçons l'appelaient « papa ». Harrison sentit les larmes lui monter aux yeux tandis que Tyler et Ethan répétaient rapidement le même sentiment. « Nous voulons tous aider papa », a affirmé Tyler. « Je pourrais décorer ta chambre d'hôpital », proposa Ethan. Harrison serra ses fils contre lui, s'émerveillant du coup du sort qui lui avait amené ces garçons extraordinaires, des enfants qu'il ne savait pas avoir, et qui lui offraient désormais une seconde chance dans la vie à plus d'un titre. Olivia posa sa main sur l'épaule d'Harrison, sa présence étant un réconfort constant. « Tu n'es pas seul dans cette situation », lui rappela-t-elle doucement. « Plus maintenant. » La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs et du bruissement occasionnel pendant qu'Ethan ajustait ses fournitures de dessin. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le don de moelle osseuse de Mason, une procédure que le jeune garçon avait affrontée avec un courage remarquable. Harrison était assis, calé dans son lit d'hôpital, plus faible qu'il ne l'avait jamais été, mais avec des résultats de tests encourageants montrant que les cellules transplantées commençaient à prendre racine. Les garçons avaient établi une rotation, refusant de le laisser seul trop longtemps, malgré ses assurances selon lesquelles ils devaient maintenir leur routine normale. C'est bien ça, demanda Ethan en brandissant sa dernière création, un portrait détaillé de ce à quoi ressemblerait leur famille une fois Harrison rétabli, les montrant dans une maison de plage. Les cheveux d'Harrison repoussaient, tous souriants. C'est parfait, répondit Harrison, sincèrement ému par l'optimisme du garçon. Tyler entra, portant une pile de cartes de rétablissement des employés de Harrison. Eleanor m'a aidé à les organiser par département, explique-t-il fièrement. Harrison sourit. Les qualités naturelles de Tyler en matière de leadership s'étaient révélées avec force durant cette crise, le garçon prenant instinctivement en charge le bon fonctionnement de leur famille. Un coup sec interrompit le moment, et Richard Harlow apparut, l'air inhabituellement sombre. Nous devons parler, dit Richard doucement, en privé. Harrison jeta un coup d'œil à ses fils. Tyler, pourrais-tu emmener tes frères manger une glace à la cafétéria? Utilise ma carte. Une fois les garçons partis, Richard a placé un épais dossier sur le lit d'Harrison. L'enquête sur les activités de Gregory a révélé quelque chose que vous devez absolument voir. C'est plus profond que nous le pensions. Harrison feuilleta les documents, son visage s'assombrissant à chaque page. Les traces financières ont montré que Gregory avait non seulement falsifié les tests de fertilité de Harrison, mais avait également systématiquement suivi le matériel génétique donné par Harrison via la base de données de la clinique de fertilité. Le plus troublant était un document montrant que Gregory avait fait en sorte que la mère biologique des triplés reçoive des soins prénatals de qualité inférieure par l'intermédiaire d'un collègue, contribuant potentiellement à sa mort pendant l'accouchement. Il voulait éliminer toute connexion, murmura Harrison, l'horreur l'envahissant. Il y a plus, poursuivit Richard d'un ton sombre. Il surveillait activement les garçons placés en famille d'accueil, usant de ses relations pour s'assurer qu'ils ne soient pas adoptés lors de leur transfert à Brightwood. Il a dû paniquer, conclut Harrison, la compréhension naissante. C'était trop près de ton territoire. Mais il ne pouvait pas intervenir sans révéler son implication, ajouta Richard. Harrison finit par comprendre. Alors, il m'a envoyé cette lettre de menace après que je les ai adoptés, espérant que je les lui renverrai. Exactement, confirma Richard. Gregory est accusé de fraude médicale, de complot et peut-être d'homicide involontaire concernant la mère biologique. Le conseil d'administration de la clinique de fertilité l'a déjà démis de ses fonctions. Harrison ferma les yeux, bouleversé par l'ampleur de la tromperie de Gregory. Que dois-je dire au garçon, demanda-t-il finalement. La vérité, dit Olivia depuis la porte. Elle entra, une petite plante en pot à la main, un rituel quotidien depuis son hospitalisation. Autant qu'ils peuvent comprendre à leur âge, dit-elle doucement. Après le départ de Richard, Olivia prit place à côté du lit d'Harrison,
sa présence apaisant ses pensées troublées. Ils sont résilients, Harrison. Ils ont déjà affronté l'abandon et l'incertitude. Ce dont ils ont besoin maintenant, c'est d'honnêteté et de stabilité. Lorsque les garçons revinrent, des traces de glace sur leur visage, Harrison leur fit signe de s'approcher. « J'ai quelque chose d'important à te dire », commença-t-il prudemment. « Il s'agit de notre famille, de la façon dont nous nous sommes rencontrés. » Avec des mots simples et adaptés à son âge, Harrison a expliqué que son cousin lui avait caché un secret pendant de nombreuses années, qu'Harrison pouvait avoir des enfants et qu'en fait, il était devenu sans le savoir leur père biologique grâce au don de sperme. « Alors, tu es vraiment notre père ?» demanda Mason, son esprit scientifique concentré sur la réalité biologique. « Vraiment, vraiment ? » « Oui », confirma Harrison. « Biologiquement et dans tous les autres domaines qui comptent. »« C'est pour ça qu'on t'a reconnu ce jour-là ?» se demanda Ethan. « Je me souviens avoir eu l'impression de te connaître, d'une certaine manière. » Le regard et la gorge d'Harrison se nouèrent. Peut-être que certaines connexions vont au-delà de ce que nous pouvons expliquer. Tyler, toujours pragmatique, posa la question la plus difficile, que advient-il du cousin Gregory maintenant? Il a fait de très mauvais choix, répondit Harrison avec honnêteté. Il devra en assumer les conséquences devant la justice. Les garçons ont traité cette information à leur manière, Tyler avec une préoccupation protectrice, Mason avec des questions analytiques, Ethan avec une contemplation silencieuse. Finalement, Mason a rompu le silence. Est-ce que cela signifie que la greffe de moelle osseuse fonctionnera mieux parce que nous sommes vraiment liés? Le docteur Kapor, entrant pour sa visite du soir, entendit la question. En fait, oui. La similarité génétique explique probablement les premiers résultats prometteurs de votre père. Vous trois, vous lui avez peut-être sauvé la vie. Et nous l'avons fait. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Harrison prit les mains de son fils. Tu l'as fait, de bien des manières que tu ne connaîtras jamais. L'automne a laissé place à l'hiver, teintant Boston de nuances de blanc et de gris. À mesure que la guérison d'Harrison progressait, le Penthouse des Blake s'était à nouveau transformé, devenant cette fois un lieu de ressourcement où les liens familiaux se renforçaient malgré l'adversité. 3 mois après la greffe, Harrison se tenait sur la terrasse, emmitouflé dans un épais manteau, à regarder les flocons de neige danser sur le ciel de la ville. Ses forces revenaient un peu plus chaque jour. Même si le voyage avait été éprouvant, tu es sorti, demanda Olivia en le rejoignant avec 2 tasses fumantes de chocolat chaud. Harrison en accepta une avec gratitude. Le docteur Kapor m'a autorisé à faire de courtes sorties, à condition de rester bien emmitouflé. Mon système immunitaire se reconstruit bien. Les cellules de Mason, dit Olivia en souriant. Elles sont aussi déterminées que lui. À l'intérieur, des rires résonnaient dans les pièces autrefois froides et silencieuses. Les garçons s'adonnaient à leurs activités désormais traditionnelles du samedi matin, Mason réalisait des expériences sur sa table de laboratoire miniature, Tyler organisait leur emploi du temps du week-end sur un tableau à code couleur, et Ethan recouvrait chaque surface disponible de fournitures artistiques. Ils ont fait preuve d'une résilience remarquable tout au long de cette épreuve, observa Harrison. Olivia acquiesça. Les enfants le sont souvent, mais ne sous-estimez pas à quel point votre honnêteté les a aidés à tout gérer. La tromperie de Gregory, ta maladie, leur lien biologique avec toi. La mâchoire d'Harrison se serra à l'évocation de son cousin, désormais en attente de jugement pour de multiples chefs d'accusation. Le scandale familial avait brièvement fait la une des journaux avant d'être éclipsé par l'histoire touchante d'un milliardaire sauvé par ses fils qu'il ignorait avoir. Les démarches administratives pour la fondation sont finalisées, a déclaré Harrison, changeant de sujet. Le fonds commémoratif Rebecca Wilson apportera un soutien aux mères célibataires ayant recours aux services de procréation médicalement assistée et aux enfants orphelins suite à des complications à la naissance. Nommer la fondation d'après la mère biologique des triplés était l'idée des garçons, une façon d'honorer la femme qu'ils ne connaîtraient jamais, mais dont le don avait rendu leur famille possible. Elle serait fière, dit doucement Olivia, sa main trouvant celle d'Harrison. Ces petits gestes étaient devenus confortables entre eux,
une relation s'épanouissant lentement parallèlement à la guérison d'Harrison. La porte coulissante s'ouvrit tandis que Mason faisait irruption sur la terrasse, tablette à la main. « Papa, mon projet scientifique a été retenu pour le concours d'État. » Harrison sourit. « C'est merveilleux, Mason. Votre modèle de régénération cellulaire est inspiré de votre traitement. » Mason confirma fièrement, avec quelques améliorations que j'ai suggérées au docteur Kapor. Tyler et Ethan suivaient de près, tout aussi enthousiastes face à la réussite de leur frère. Harrison s'émerveillait de la façon dont les triplés célébraient leurs succès respectifs sans jalousie, un lien qui transcendait leurs apparences identiques. « On devrait fêter ça, » déclara Harrison. « Et si on dînait au Harbor View ce soir ?» Le restaurant était devenu un lieu privilégié pour leur famille, le lieu de leur première sortie publique après la finalisation de l'adoption, avec Madame Bennett également. Ethan demanda avec espoir, ses yeux perspicaces passant d'un adulte à l'autre. Harrison croisa le regard d'Olivia. « Absolument, si elle est disponible. » Le sourire d'Olivia était une réponse suffisante. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils s'installaient autour de la table du restaurant, Harrison en tête, les garçons de chaque côté, Olivia à côté de lui, le maître d'hôtel s'est approché avec une enveloppe. « Monsieur Blake, ceci vous a été laissé hier, » dit le monsieur en le lui remettant pour qu'il soit livré ce soir. À l'intérieur se trouvait une clé et une note écrite de la main de Gregory. « Le chalet familial, au lac Winnipeg, vous appartient désormais de droit, avoué au garçon. J'ai signé l'acte de propriété. Des secrets y sont enfouis, et vous méritez de les connaître. » Harrison fixa la clé, les souvenirs des étés passés au lac, avant que l'ambition et la rivalité n'empoisonnent sa relation avec Gregory, revenant à lui. « Mauvaise nouvelle ?» demanda doucement Olivia. Harrison secoua la tête et rangea le mot. « Juste une autre pièce du puzzle. Un problème à régler après les fêtes. » Noël approchait. Le premier des garçons avec Harrison, et le premier depuis des décennies qu'Harrison attendait avec une joie sincère. Les secrets qui subsistaient à la maison du lac pouvaient attendre. Ce moment, entouré de la famille qu'il n'aurait jamais imaginée, était suffisant pour un nouveau départ. Harrison leva son verre d'eau pour porter un toast. 4 verres, 3 petits, 2 tenus par des mains encore potelées tintèrent contre le sien. Et dans les cellules de Mason, ajouta Ethan, les faisant tous rire tandis que la neige tombait doucement devant les fenêtres du restaurant. Harrison Blake, autrefois défini uniquement par son empire financier, a réalisé qu'il avait enfin trouvé l'investissement qui comptait le plus, celui qui rapportait des dividendes en rire, en croissance et en amour. Le soleil matinal entrait à flots par les larges fenêtres de la Blake Tower, illuminant l'étage exécutif récemment réaménagé. Fini les imposants bois sombres et le minimalisme aseptisé qui caractérisait autrefois le domaine d'Harrison Blake. À leur place se trouvait un espace ouvert et collaboratif où des plantes vertes s'épanouissaient et où des photos de famille ornaient les murs. Harrison, aujourd'hui âgé de 60 ans et complètement rétabli, se tenait devant les baies vitrées. Son reflet montrait un homme transformé. La froideur de son regard avait laissé place à la chaleur. Son apparence, jusque-là parfaite, était désormais détendue et confortable. Le cancer avait emporté ses cheveux, mais ils avaient repoussé poivre et sel, et il les portait plus courts qu'avant, manifestation physique de ses changements internes. « Monsieur Blake », dit une voix familière. Eleanor, toujours son fidèle assistant, apparut sur le seuil. « Les garçons sont là. » Harrison consulta sa montre, 15h30 précise. L'heure du ramassage scolaire était devenue un moment crucial dans son emploi du temps, les réunions du conseil d'administration et les appels internationaux étant organisés autour de cet engagement non négociable. À l'accueil, 3 garçons de 12 ans attendaient, identiques en apparence mais avec une présentation distinctement différente. Tyler, vêtu d'un blazer junior, imitait parfaitement le style professionnel de son père. Mason, une médaille de concours scientifique accrochée à son sac à dos. Ethan, portant son portfolio d'œuvres d'art omniprésent. « Comment s'est passée l'école ?» demanda Harrison en prenant chaque garçon dans ses bras. « J'ai eu un A à mon devoir de développement économique,
annonça fièrement Tyler. Mon expérience sur la mutation cellulaire progresse au niveau national, a ajouté Mason. J'ai terminé la conception de ma fresque murale pour l'hôpital pour enfants, a déclaré Ethan, ouvrant son portfolio pour révéler une scène sous-marine vibrante. Pendant 4 ans, chaque garçon avait développé ses talents naturels et développé des capacités extraordinaires. Tyler avait créé un club d'investissement étudiant qui gérait déjà un petit portefeuille sous la direction de Harrison. Les aptitudes scientifiques de Mason avaient attiré l'attention d'instituts de recherche de tout le pays. Le talent artistique d'Ethan s'était épanoui au fil de commande pour plusieurs projets communautaires. Prêt pour la réunion de la fondation, demanda Harrison tandis qu'il se dirigeait vers l'ascenseur. La fondation de la famille Blake, créée pendant la convalescence d'Harrison, était devenue la pièce maîtresse de son héritage, axée sur la recherche médicale, le soutien à l'adoption et le contrôle éthique en médecine de la fertilité. Les garçons, malgré leur jeune âge, ont participé activement à sa réalisation. Olivia les attendait dans la salle de conférence de la fondation. Son poste de directrice pédagogique lui permettait de mettre en lien son expertise pédagogique avec la mission de la fondation. L'alliance en or qu'elle portait à la main gauche était assortie à celle que portait désormais Harrison. Leur mariage, 2 ans auparavant, avait officialisé la cellule familiale qui s'était agrandie depuis cette première rencontre fortuite chez Brightwood. J'ai examiné les demandes de bourse, dit-elle en embrassant brièvement Harrison et en ébouriffant les cheveux d'Ethan. 27 candidats cette année. La réunion trimestrielle se déroula avec une formalité inhabituelle pour une réunion de famille, mais Harrison était convaincu qu'il fallait enseigner aux garçons les responsabilités inhérentes aux privilèges. Chacun a présenté son domaine d'intérêt, Tyler sur les allocations financières, Mason sur les demandes de subventions de recherche et Ethan sur le programme d'art-thérapie qu'il venait de lancer. À la fin de la réunion, le téléphone d'Harrison a vibré, un message de Richard lui a été envoyé. L'audience de libération conditionnelle de Gregory est prévue pour le mois prochain. Votre déclaration est indispensable. L'expression d'Harrison a dû trahir ses pensées car Tyler a immédiatement demandé « Tout va bien, papa ?» Juste des questions juridiques, répondit Harrison en rangeant son téléphone. La trahison de Gregory avait été pleinement révélée lors du procès, ce qui lui avait valu une peine de 4 ans qui touchait à sa fin. À propos du cousin Gregory, demanda Mason avec perspicacité. Harrison acquiesça, ne cachant jamais les vérités difficiles à ses fils. Son audience de libération conditionnelle approche. Tu vas te battre, demanda Tyler, son instinct protecteur s'éveillant. Harrison réfléchit attentivement à la question. Non, il a purgé sa peine conformément à la loi. De plus, ses actions, aussi mauvaises soient-elles, ont fini par nous rapprocher. Parfois, les pires intentions donnent les plus beaux résultats. Plus tard dans la soirée, alors que leur famille élargie se réunissait pour dîner dans le Penthouse, Eleanor et son mari Richard, et sa femme, Madame Chambers, qui refusait de prendre sa retraite malgré les offres généreuses de Harrison, Harrison regardait ses fils interagir avec la famille de fortune qu'ils avaient construite ensemble. Difficile de croire que cela fait 4 ans, dit doucement Olivia en le rejoignant dans la cuisine. Parfois, j'ai l'impression qu'ils ont toujours été à moi, répondit Harrison. Et d'autres fois, je n'arrive pas à croire à quel point j'ai de la chance qu'il m'ait trouvé. Par la porte, ils pouvaient voir les garçons engagés dans une conversation animée avec leurs invités. La confiance de savoir qu'ils étaient aimés était évidente dans chaque geste. Varie pour le prochain chapitre, demanda Olivia, sa main posée brièvement sur son ventre, là où le nouveau membre de la famille Blake commençait à peine à apparaître. Harrison sourit, posant sa main sur la sienne, plus que prêt. L'héritage Blake, autrefois mesuré en immeubles et en comptes bancaires, avait été redéfini par 3 garçons qui avaient tout changé. Les fils qu'il n'avait jamais su avoir, qui avaient sauvé non seulement sa vie, mais aussi son âme. Le centre d'éthique familiale de la fondation Blake se dressait fièrement dans le ciel de Boston. Son architecture moderne associait innovation et tradition. 5 ans jour pour jour après l'adoption des triplés par Harrison, des centaines de personnes se sont rassemblées dans l'auditorium pour l'inauguration du bâtiment. Harrison Blake, en coulisses,
revoyait une dernière fois son discours. À 61 ans, il se comportait avec la confiance d'un homme qui avait affronté la mort et en était ressorti plus fort, dont les priorités avaient été reforgées dans le creuset de la vérité et de l'amour. Nerveux, demanda Olivia en ajustant sa cravate. Leur fille de 2 ans, Rebecca, se tortillait dans ses bras, impatiente de rejoindre ses grands frères. Ce n'est pas à propos du discours, admit Harrison. À propos du revoir. Gregory Blake avait été libéré de prison 6 mois plus tôt. L'invitation à la cérémonie d'aujourd'hui était une idée de Harrison, un geste de guérison qui avait surpris tout le monde, y compris Harrison lui-même. Tu n'es pas obligé de lui pardonner, lui rappela gentiment Olivia. Il suffit de reconnaître cette vérité complexe. Les garçons, maintenant âgés de 13 ans, se sont approchés dans des costumes assortis qui ne pouvaient pas cacher leur personnalité distincte, Tyler, montrant déjà le leadership charismatique qui guiderait un jour Blake Investment vers une nouvelle ère, Mason, dont le génie scientifique avait été reconnu par un prestigieux prix du jeune chercheur, et Ethan, dont les talents artistiques avaient transformé le hall principal du bâtiment de la fondation avec une fresque murale à couper le souffle représentant diverses structures familiales. Voilà, prêt pour toi, papa, annonça Tyler, assumant naturellement le rôle de coordinateur. Gregory est là, ajouta prudemment Mason. 3e rangée, à droite. Tu penses toujours qu'il aurait dû aller en prison plus longtemps, murmura Ethan, sa sensibilité artistique faisant de lui le plus protecteur affectif de la famille. Harrison posa une main sur l'épaule d'Ethan. La justice a suivi son cours. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de ce que nous avons construit ensemble. La famille est montée sur scène, accueillie par un tonnerre d'applaudissements. Au premier rang étaient assis Eleanor, Richard, Madame Chambers et la famille élargie qu'ils avaient réunie au fil des ans. Les professionnels de santé qui avaient soigné Harrison étaient assis aux côtés des bénéficiaires du travail de la fondation, des enfants qui avaient trouvé une famille grâce à leur programme d'adoption et de jeunes parents qui avaient bénéficié de traitements de fertilité éthique. Harrison s'est approché du podium, sa famille à ses côtés dans un front uni qui en disait long sur leur parcours. Il y a 5 ans, commença-t-il d'une voix forte et claire, une visite fortuite dans un orphelinat a changé ma vie à jamais. 3 garçons remarquables m'ont reconnu comme leur père avant même que je sache qu'ils étaient les miens. Son regard parcourut le public, trouvant des visages familiers, le docteur Kapor, qui avait guidé son traitement, Madame Winters de la maison Brightwood, et des collègues qui avaient observé sa transformation de titan financier froid en homme de famille dévoué. Ce qu'aucun d'entre nous ne savait alors, poursuit Harrison, c'est qu'une vérité extraordinaire se cachait derrière cette rencontre apparemment fortuite. À travers une série d'événements, certains nés de la tromperie, d'autres du pur hasard, j'ai découvert que les fils que j'avais choisi d'adopter étaient en fait biologiquement les miens. Harrison marqua une pause, son regard croisant brièvement celui de Gregory dans le public. Son cousin était assis, figé, vieilli par son emprisonnement. Certains pourraient qualifier ces retrouvailles de coïncidence. D'autres diront qu'il s'agit d'une intervention divine, dit Harrison d'une voix ferme. Il se tourna légèrement vers sa famille, sa voix s'adoucissant. Je préfère penser à cela comme au pouvoir de la connexion, un fil invisible qui nous relie à ceux que nous sommes censés trouver, quels que soient les obstacles qui se dressent entre nous. Il a poursuivi en soulignant les 3 missions de la Fondation, la surveillance éthique en médecine reproductive, le soutien aux enfants dans le système d'adoption et la recherche sur les thérapies cellulaires qui lui ont sauvé la vie. L'héritage de Blake, a reconnu Harrison, a failli être détruit par la cupidité et la tromperie. Mais il a rené grâce à l'amour et à la vérité. Aujourd'hui, nous dédions ce centre non seulement à mes fils qui m'ont sauvé la vie, mais à chaque enfant en quête d'une famille, à chaque parent en quête de liens et à chaque personne qui se bat pour une seconde chance. Alors que la cérémonie se terminait par la coupure d'un ruban bleu, Harrison sentit la main d'Olivia se glisser dans la sienne. Leur fille était en équilibre sur sa hanche. Les garçons se pressaient contre lui, leur présence lui rappelant constamment à quel point sa vie avait été transformée. Lors de la réception qui suivit, Gregory s'approcha avec hésitation. Des années d'emprisonnement avaient affaibli sa prestance autrefois imposante.
Harrison, dit-il doucement, merci pour l'invitation. La fondation fait un travail remarquable. C'est vrai, a convenu Harrison, ni chaud ni froid. Les garçons, Grégory fit un geste vers les triplés, charmants bienfaiteurs. Ils ont grandi. Ils ont votre âme. Ils ont leur propre esprit, corrigea doucement Harrison. J'ai simplement la chance de les guider. Un silence gêné s'installa entre les cousins. Trop d'histoires pour une réconciliation facile. Trop de liens familiaux pour un arrangement complet. Des secondes chances sont possibles, a déclaré Harrison. Enfin. C'est tout l'intérêt d'aujourd'hui. Plus tard, tandis que le coucher du soleil colorait Boston d'or, la famille Blake se réunissait sur la terrasse de leur appartement. Rebecca trottinait entre ses frères, qui s'étaient proclamés ses protecteurs dévoués. Olivia s'appuya contre l'épaule d'Harrison, tous deux observant leurs enfants avec un émerveillement silencieux. « As-tu déjà imaginé ça ?» demanda-t-elle doucement. Ce jour-là à Brightwood, quand trois petits garçons t'appelaient papa. Harrison secoua la tête. Jamais. Je pensais en avoir fini avec mes tours et mes comptes en banque. Je n'avais aucune idée de ce que je ratais. Le fil invisible qui l'avait attiré vers ses enfants, d'abord vers son cœur, puis vers la vérité de leurs liens, avait achevé son œuvre, tissé des vies séparées dans une tapisserie d'appartenance que ni le temps ni la tromperie ne pouvaient démêler. Harrison Blake, autrefois défini uniquement par la richesse et le pouvoir, avait découvert le véritable sens de la richesse de la manière la plus inattendue. Et tandis que sa famille se rassemblait autour de lui dans la lumière déclinante, il savait avec une certitude absolue qu'aucun empire, aucune fortune, aucune réussite ne pourrait jamais se comparer au miracle de la famille, un miracle qu'il attendait depuis toujours.